Conclusión. Los que je suis entré dans la salle où l'échographie devant être effectuée, j'ai été accueilli par un homme plus âgé, la technicien en ultrason, ainsi que par deux hommes plus jeunes et costumes et cravates noires qui, d'après leur interaction avec la technicienne, n'étaient pas en fait des imitateurs des Blue Brothers, mais peut-être plutôt des représentants de la société par laquelle l'équipement à l'ultrason avait été acheté. Trois hommes étrangers, moi, se sentant étrangement exposé devant trois hommes étrangers, aussi poliment que possible. Je leur ai demandé s'ils devaient tous les trois rester dans la pièce pendant que la technicienne soulevait ma chemise et baisait mon pantalon pour accéder à mon faux et ma vésicule biliaire et à tout ce qui se trouvait à proximité. Les deux hommes en costume étaient très gentils et accommodants. L'un d'eux a dû quitter la pièce pour prendre une tasse de café. Je me suis un peu débattue avec la technicienne qui a continué à essayer de soulever ma chemise et de baisser mon pantalon à un certain niveau. Ne voulez-vous pas subir cette intervention? Demanda-t-il d'un ton doux et régulier. Je le veux, et je mentis. En relâchant ma prise sur mes vêtements et en agitant le drapeau blanc de la reddition. J'ai retenu mon stoffel chaque fois qu'il planait au-dessus d'une zone avec la sonde à ultrason et je la déplaçais sans caisse d'avant en arrière et de nouveau en regardant l'écran. Voyez-vous quelque chose? Lui demandai-je. Est-ce qu'il y a quelque chose? Dans mon foie? Dans ma vésicule biliaire? Le pancréas? Y a-t-il une autre tumeur? Y a-t-il plus d'une tumeur? Est-ce qu'autre chose qu'un tumeur? Suis-je sur la pointe de donner naissance à un bébé extraterrestre comme dans le film? Le technicien m'a dit de prendre de grandes respirations et à continuer à sonder et à analyser l'écran. Après ce qui semblait être des heures, mais qui était probablement plutôt une vingtaine de minutes, le sonde à ultrason a été retiré et j'ai pu recouvrir mon ventre à nouveau. Un médecin m'a ensuite rendu visite et m'a dit que mon foie, mon pancréas et ma vésicule biliaire allaient bien. J'ai dû m'empêcher de sauter de joie à la nouvelle que j'avais au moins trois parties du corps qui n'étaient pas défigurées ou malades. J'ai remercié le technicien d'avoir fait un si bon travail et de m'avoir aidé à obtenir de bonnes nouvelles pour une fois. Il m'a dit qu'il devait être mon porte-bonheur. Il m'a également menti en me disant que j'étais une excellente patiente. Je savais que j'étais nulle, mais c'était gentil sa part d'essayer de me faire croire qu'il pensait autrement. Vous avez un peu plus de tumeur que ce que nous aimerions voir, a déclaré le médecin. Nous essayons de faire en sorte que vous n'ayez plus jamais à revenir ici et à nous revoir, a déclaré l'oncologue. Nous essayons d'éviter que vous ayez besoin de prendre de l'adriamycine ou une autre chimiothérapie brutale, a déclaré l'oncologue et le médecin. C'était réglé. J'ai choisi de participer à l'essai clinique qui, grâce à une combinaison de 6 mois de thérapie hormonale et de palbociclib, tenait de réduire la tumeur à une taille qui permettrait une simple lumpectomie et en même temps, juste peut-être de couler tout ce qui aurait pu aventurer l'os ganglion lymphatique douté vers les parties distales de mon corps. La grande déception pour moi était la nécessité de procéder à 2 biopsies dans les premières semaines de l'essai, car je souffrais d'un grave trouble de stress post-traumatique depuis le premier qui m'avait laissé des bleus et des douleurs pendant des semaines. La biopsie à elle seulement presque brise l'équilibre, mais les arguments présentés en faveur du pros et les avantages potentiels à long terme ont suffi pour que je me remette sur pied et mette ma culotte de grande fille. Alors que j'étais allongée sur la table dans la pièce où devait être effectuée la première des 2 biopsies, je me suis rendue compte du nombre de personnes entre l'hôpital où j'étais allée et qui m'avaient vu torse nu.
Måla genre de personnes qui se sont gênées de se déshabiller dans une langue devant ces grands miroirs qui pourront ou non être accompagnés d'une caméra de surveillance. Ma mère m'a dit qu'au bout d'un certain temps, on se met à nu si souvent que ça vous dérange plus. Je me suis demandé combien de temps il me faudrait pour en arriver là. Une aspiration à la juvénile fin de ganglion lymphatique d'apparence suspecte a été effectuée dans le cadre de la première biopsie afin de faire le lien entre les deux productions opposées sur la raison de son élargissement. J'ai ressenti beaucoup de moins de douleur durant cette procédure que lors de la toute première. Ce qui est horrible car ils ont fait en sorte de m'engloutir cette fois-ci. Pour la biopsie suivante et finale qui a suivi, j'ai été encore plus englouti, au point que mes siennes auraient pu être remplacées par des bols de bowling à ce moment-là, et je doute que j'aurais ressenti le moindre pincement. La douleur que j'ai ressentie les 2 jours de biopsie était plutôt d'ordre émotionnel, une prise de conscience, alors que je regardais la code patient MRN taper sur mon bracelet en papier, que j'étais de l'autre côté de l'endroit où j'étais depuis des années. J'avais toujours reconnu qu'il y avait de vraies personnes derrière les innombrables codes patient MRN que j'avais vu taper sur l'étiquette des tubes de sang épariné de patients atteints de leucémie. Je lisais les noms, les sexes et les âges, et je me fais souvent une image de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Mais il y avait une sorte d'indifférence détachée lorsque je faisais cela, comme si mon cerveau orienté vers la science juste pour pouvoir faire la table s'était isolé et protégé de la distraction de ressentir toutes sortes d'émotions. Maintenant, j'étais un numéro MRN. Mon nom, mon âge et mon sexe étaient inscrits sur les étiquettes des tubes de sang épariné transmis aux membres du personnel de l'Institut qui effectuent des analyses dans le cadre de l'essai clinique auquel j'ai participé. Je me demandais ce qui se passait dans leur propre esprit scientifique lorsqu'ils lisent les étiquettes et faisaient leur travail. Une infirmière de l'essai clinique est entrée dans la pièce pour prélever des échantillons après la deuxième biopsie. Cette biopsie nous dira-t-elle si les médicaments sont efficaces? Lui ai-je demandé. Nous ne la serons pas avant la fin de l'étude, a-t-elle dit. C'était dans 6 mois. Certaines personnes demandent à passer une échographie à mi-parcours pour déterminer la direction de la tumeur. Vous pouvez demander à votre oncologue. Oui, ai-je répondu. J'y compte bien. Elle m'a dit qu'à un certain moment, si les médicaments ne sont pas efficaces, nous passerons au plan B. Elle a fait un signe de tête. Mon problème, ai-je poursuivi, est que le principal objectif de mes recherches est d'essayer de comprendre et de surmonter les mécanismes de résistance aux médicaments. Ce que je fais dans la vie est toujours présent à mon esprit, et cela rend les choses difficiles. J'aimerais savoir tant que le cancer est en moi, que les médicaments que je prends le combattent. Un médecin qui était resté dans la pièce pendant que je faisais des névroses incontrôlables a dit qu'elle comprenait parfaitement. J'ai fait beaucoup d'études de singerie, lui ai-je dit, et j'ai lu de très bonnes choses sur le pelbociclib et je sais que théoriquement, ma tumeur, qui est positive à 95% au récepteur de progestérone et d'estrogène, devrait répondre au tamoxifène et au lupron. Il est tellement surréaliste pour moi de passer de l'espoir que le traitement médicamenteux combiné fonctionnant dans le but d'obtenir une publication ou une subvention à l'espoir qu'il fonctionne pour ma vie. J'ai reçu un regard de sympathie de la part du médecin restant. C'est l'un des nombreux témoignages que j'ai reçus depuis que je suis sur ma tribune. J'étais assis à mon bureau à la maison lorsque j'ai reçu un appel du médecin, qui m'a d'abord félicité pour l'approbation par la FDA du médicament anti-leucémie que j'avais identifié lors d'un dépistage.
Le premier effet euphorique qu'il m'a fait ressentir à cependant était coupé en morceaux en 31 secondes plus tard. Lorsqu'il m'a dit que la biopsie à les Jewel Fan avait confirmé la présence d'un cancer dans la salle Jean-Léon Sentinelle hypotrophie, mais si je l'avais soupçonné, je me sentis étrangement engourdi. Les 6 mois souvent de prix quotidien de pilules et de piqûres mensuelles à l'arrière trouvant contourant sciemment une masse maligne et au moins un ganglion lymphatique contaminé se sont accoulés éternellement vite. L'hormonothérapie m'avait poussé à une ménopause précoce et je me suis souvent retrouvée à osciller plusieurs fois par jour entre la sensation d'être dans la tundre arctique et celle d'être dans un sauna. Le palbaciclip faisait parfois baisser le nombre de mes globules blancs et il fallait que j'arrête de la prendre prématurément pour que le nombre se rétablisse avant de reprendre le traitement. Je palpais la masse de temps en temps et je ne sentais généralement pas de changement avec plusieurs mois de traitement. À ma grande surprise et à mon grand soulagement, je me suis retrouvée à devoir chercher la même grosseur qui avait été assez importante pour m'envoyer dans une panique frénétique et hystérique lors de cette soirée fatidique à la télévision. Des mesures grossières ont été prises par plusieurs membres du personnel médical et ont été comparées aux mesures initiales prises 6 mois plus tôt. La masse de la tumeur aurait diminué d'environ un huitième de sa taille initiale et le ganglion lymphatique élargi aurait également diminué de taille. C'est de bon augure pour l'essai clinique. Et je dis avec enthousiasme à l'une des infirmières de l'essai clinique, incapable de supprimer le tremblement de ma voix. C'est de bon augure pour votre vie, a-t-elle dit. En me sortant momentanément de ce que je ne peux décrire que comme un mode de recherche bizarre de supernade. Je ne sais pas comment j'ai pu à ce moment-là faire passer le progrès de la science avant ma propre mortalité, mais c'est ce que j'ai fait. Juste quand je pensais que toutes les évaluations et mesures éprouvant pour les nerfs étaient terminées, le chercheur en médecine m'a dit qu'il fallait effectuer un oncotype DX qui mesurait les niveaux des 21 gènes du cancer du sein pour établir un score qui leur indiquerait si mon cancer était agressif et présentait un risque élevé de récidive. Un score faible signifiait que le cancer présentait un risque faible, tandis qu'un score élevé signifiait qu'il y avait un risque élevé, et que les avantages d'un traitement par une chimiothérapie standard comme le Red Devil ou l'andréamycine doxorubicine l'emportant sur le coup des effets secondaires désagréables du médicament. Le médecin a appelé. J'ai hésité un instant à décrocher le téléphone et je me suis préparé. Le thème déchirant de la positivité des ganglions lymphatiques lors de notre dernière conversation téléphonique étant au premier plan de mes préoccupations. Il m'a rapidement dit que le score de l'oncotype était revenu et qu'il était de 9, ce qui était faible. Il a indiqué que je ne bénéficierais pas de la chimiothérapie. Le plan d'action pour moi était la chirurgie, suivi de la radiothérapie, puis de plusieurs années d'hormonothérapie et d'une perfusion intraveineuse semestrielle d'un médicament de renforcement des OS qui prévient également les métastases. L'opération était programmée le jour de mon anniversaire qui je dois l'avouer. N'a même pas essayé de garder un secret pour le personnel médical. J'ai eu beaucoup de pitié pour moi. De la salle de préopératoire jusqu'au moment où j'ai été posé dans un fauteuil roulant pour être ramassé à l'extérieur de l'hôpital. À cause de l'anesthésie, mes seuls souvenirs à l'événement ont été d'être transporté sur un brancard dans la salle d'opération un moment, puis de me réveiller. En bafouillant de façon incohérente sur Dieu, c'est quoi à une infirmière qui ignorait ouvertement tout ce que je disais.
j'avais l'impression qu'elle était habituée à ce genre de choses. Le Jonlia Sentinel, qui avait été testé positif au départ pour le cancer, a été testé à nouveau après avoir été enlevé chirurgicalement. Lorsque le médecin m'a appelé pour me dire si le Jonlion existait avait ou non un cancer résiduel, je me suis dit que, vu le mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles qu'il m'avait donné lors de nos conversations téléphoniques précédentes, cela pouvait aller dans les deux sens cette fois-ci. Hélas, le verdict n'a pas été indifférent. J'ai été encouragé à subir une deuxième opération qui consisterait à enlever les ganglions axillaires qui seraient testés de la même manière pour détecter la présence d'un cancer. En cas de résultat positif, on m'a dit que le plan de match changerait et que j'aurais probablement mis sous chimiothérapie. En cas de résultat négatif, je pourrais sauter de joie, mais seulement après avoir suffisamment jeuri pour pouvoir le faire. L'opération souvent a eu lieu environ 2 semaines plus tard. J'avais hâte d'être à nouveau sous anesthésie et d'avoir l'expérience de ne pas me souvenir de la moindre chose entre les moments avant et après l'opération et de cacher une flotte de pensée à la personne la plus proche de l'endroit où je me rétablisse. La douleur que j'ai ressentie cette fois-ci, après l'opération, était plus intense que celle que j'avais ressentie après la tumorectomie et pendant quelques semaines. Je n'ai pas pu me pencher sur notre machine à lever à la maison pour ramasser les vêtements humides, à leur base sans avoir l'impression que quelqu'un me poignardait dans l'arrière de l'épaule avec un couteau d'office. Le médecin a appelé. J'ai pris ce qui était devenu ma position traditionnelle à savoir. Je vais voir des nouvelles qui vont changer ma vie maintenant. Et j'ai serré fermement le bras de la chaise sur laquelle j'étais assis tout en retenant mon souffle. Je vais avoir des nouvelles qui vont changer ma vie maintenant. Et j'ai serré fermement le bras de la chaise sur laquelle j'étais assis tout en retenant mon souffle. Les résultats sont revenus pour mon ganglion axillaire et-il été négatif, a-t-il dit. J'ai posé un soupir de soulagement si intense que je crois avoir fait trembler notre maison pendant un moment. Les poussons qui se trouvaient dans les yeux ci-dessus avaient enfin relâché leur emprise sur moi et je pouvais me diriger vers la ligne d'arrivée. Tout ce qui m'attendait maintenant. C'était 6 semaines de radiothérapie, commencée par un piqûre dans la poitrine avec des minuscules tatouages ressemblant à des taches de rousse pour délimiter des champs de traitement. Me déshabiller et me rhabiller quotidiennement dans 2 robes de chambre et me faire taper sur une table par une machine rotative sont devenus une routine effrayante après seulement 2 semaines. Avant que je ne m'en rende compte, c'est le jour de la remise de diplôme et j'ai froissé mes robes de chambre usées et les ai jetées pour la toute dernière fois dans un bac aligné devant le vestiaire de l'hôpital. Quelques mois plus tard, j'ai passé une mammographie. Les mots rien de suspect et tissus bénins m'ont immédiatement ramené des temps plus simples, où un tel rapport était le norme attendu et quelque chose que je tenais pour acquis. La vie était en grande partie redevenue ce qu'elle était avant le diagnostic du cancer. Avec des nuits tardives passées à siroter du café-thé tout en calculant et en traçant des graphiques sur mon ordinateur personnel et en essayant de renforcer les objectifs de proposition Atom pour la prochaine date limite de subvention qui approche. Parfois, j'oublie de prendre ma dose de tamoxifène de soie. Dans la plupart des cas, c'est devenu un rituel de réflexion comme se brosser les dents ou se laver le visage. Je le fais simplement sans trop réfléchir aux raisons sous-jacentes qui me poussaient à le faire. Je dois faire plus d'efforts pour lutter contre la prise de poilier au lupron ou au tamoxifène et je mange beaucoup plus sainement, avec un minimum de sucre et beaucoup de protéines. Et certains jours,
Je me sens plus fatigué que d'autres et je ne sais pas pourquoi. Les visites au cabinet de l'oncologue et du médecin-chef, qui ont lieu tous les 2 ou 3 mois, me rappelons ce qui était et ce qui sera toujours un sujet de préoccupation pour moi. Et puis, il y a le numéro de MRN et les noms des patientes, leur âge et leur sexe que je continue à noter dans mon carnet de laboratoire. L'échantillon de moelle osseuse que je purifie au picole et les cellules que je compte sur un hémocytomètre et contre lesquelles je teste l'activité de nouveaux médicaments ciblés contre la leucémie. Je ne regarderai plus jamais ces numéros de MRN de la même manière. Vous devriez écrire sur vos expériences en tant que patient atteint d'un cancer du sein. Je me souviens quand le technicien m'a dit cela le jour de mon dernier rendez-vous de radiothérapie. Je veux dire, vous les femmes, vous endurez tellement de choses, m'a-t-elle dit. J'ai fait un signe de tête. Oui, peut-être que je devrais. J'ai convenu que c'était un voyage qui valait la peine d'être écrit et d'une certaine manière. Je crois que c'était un voyage qui m'a peut-être amené à un meilleur endroit dans la vie, un endroit où l'on appréciait davantage qui j'ai été, qui je suis et qui j'ai peut-être encore la chance d'être. Lost in the country, it's pouring rain in my heart. This long dirt road that's going nowhere, this compass is all off. Fill my soul that is damaged in this wet and soggy spring. As I stare in the eyes of a bird with broken wings, I cry and hope that this kind bird will fly away. We're two creatures that are masked in pain, why we are lonely and why we seem so lost. Fill my soul that is damaged in this wet and soggy spring. As I stare in the eyes of a bird with broken wings, I cry and hope that this kind bird will fly away. Together let's discover our place in life with one another. Bird with broken wings, I can't explain. You seem just like me. So sad and in so much pain. Bird with broken wings, fly away. Let me hear you sing this rainy day away. On this old dirt road that's turned out somewhere, made a friend in you.
that life will be